Dans un monde où les océans murmurent leurs derniers secrets, où chaque racine de palétuvier raconte une histoire de survie. Du 16 au 18 juin 2025, l'université Hassan Sek de Ziguinchor est devenue le théâtre d'une révolution silencieuse. Première édition du colloque international Gemao, un nom qui résonne comme un appel à l'action. Gestion durable des écosystèmes de mangroves en Afrique de l'Ouest. Car au-delà des amphithéâtres et des conférences magistrales, c'est sur le terrain que se révèle la vraie magie de la science. Et que la gestion de ces écosystèmes était une gestion balbutiante. Nous avons jugé nécessaire d'organiser un colloque sur la gestion durable des écosystèmes de mangroves. Voilà, le colloque organisé du 16 au 18 juin 2025 à l'université Hassan Sek de Ziguinchor par le collègue, le professeur Ngordour et le département d'agroforesterie consiste un peu à rediscuter des questions sur la gestion durable des écosystèmes de mangroves en Afrique de l'Ouest. Mais la complexité de la mangrove fait que en fait, ça transcende plusieurs disciplines, ce qui justifie que tu nous avais assez impliqués scientifiquement dans ce colloque-là. Une délégation de chercheurs, d'étudiants, d'ONG, tous unis par une même passion, comprendre, protéger, transmettre. Premier arrêt, Tobor. Bon, les gars, surtout les jeunes là, en 2004, dans le Nyombato, là-bas, delta du Saloum, je suis chez mon ami Feu Ibrahima Diamé. Il me dit, Ali, regarde, avant ma maison était à 100 mètres du rivage. Maintenant, elle est à 10 mètres du rivage. Comment ça se fait? Aide-moi. Je lui dis, Ibrahima, quand tu es arrivé, il y avait la forêt de mangrove à gauche et à droite. Devant chez toi, il n'y a rien. Pour construire ta maison, tu as coupé les grands arbres. Après, tu es venu avec madame et les enfants, tu as commencé à couper les petits pour faire la cuisine. Maintenant, il n'y a plus rien. Au moment du marnage, marée haute, marée basse, le courant emporte le sédiment et la maison là, elle va bientôt être bouffée par la mer. La seule solution est de planter la mangrove. 2004. On était en vacances avec mes enfants. Maëva, 13 ans, Zainab, 11 ans, et mon ami Virginie Romain. Ils sont toujours vivants. On a planté en juin. On a ramassé des propagés. On a mis ça en terre. 500 pieds de mangrove. 10 jours après, je suis chez moi à Dakar, j'appelle mon ami Ibrahima, je lui dis, Ibrahima, alors les mangroves là, ils sont vivants ou ils sont morts? Voilà sa réponse exacte. Ah, mais j'en sais rien. Je lui dis, mais tu te fous de ma gueule? On a pris de notre temps de vacances. On s'est donné beaucoup de mal pour te planter les plantes. Va voir si c'est vivant parce que toi là, il te suffit de marcher 20 mètres. Il est revenu. Il m'a dit, je ne sais pas si c'est vivant, je ne sais pas si c'est mort, mais c'est toujours vert. Et je suis sérieux, c'est la réponse. Hein? Je lui dis vert, c'est une bonne couleur. Après, bien sûr, les champs de riz en Casamance, pas seulement à Tobor, sont gagnés par le sel. Et la production de riz a baissé. Et on nous a demandé de l'aide au départ pour faire des digues anti-sel. Ce que j'ai catégoriquement refusé, car il ne faut pas déformer la circulation des masses d'eau, surtout pas avec des mini. Donc j'ai dit, en 2006, il faut planter la mangrove. Bien sûr, ici, c'était le désert de Kalahari. Il n'y avait pas de mangrove, il n'y avait rien. Alors, il fallait trouver des semences. On est allé chercher des semences à Hassam Sam avec Wakou Diabon et son groupe de jeunes. 65 000 propagés. Avec l'association Asukaten de Opa d'Acosta, feu Opa d'Acosta.
Asukatène, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire les plus démunis. On a mobilisé des jeunes, plus les jeunes de Tobor. Mathilde Mingou, une brave dame, nous a aidé à faire la tambouille, parce que ça a duré toute la journée, il fallait bien grailler. Et on a planté 65 000 propagule de mangrove ici, en 2006. En 2007, j'ai pris mon bâton de pèlerin. Je suis allé dans tous les villages autour. J'ai dit, mais regardez le travail qu'on a fait là-bas, parce que les feuilles commençaient à sortir. En 2007, 15 villages nous ont rejoints. Jamais je n'avais planté pour le réchauffement climatique, pour le carbone et toutes ces conneries-là, dues aux méga-industriels qui s'en foutent, parce que le blanc, là, il n'arrête pas de gnaquer dans son hamburger, ni de boire son Coca-Cola. Je ne vois pas pourquoi moi, l'Africain, je vais faire un effort pour lui, alors que lui refuse de faire des efforts. Donc, on a planté pour nos champs de riz. En 2007, 15 villages, 700 000 propagules ont été plantés. En 2008, un petit blanc est venu me voir. Il est toujours vivant, vous pouvez le contacter. Jacques Rocher, de la fondation Yves Rocher. Il a dit, j'ai promis à mon papa sur son lit de mort que j'allais planter 5 millions d'arbres pour lui. Je suis allé en Inde, j'ai pas réussi. Je suis allé à Madagascar, j'ai pas réussi. Je suis allé au Vietnam, j'ai pas réussi. Et mes amis là, ils m'ont dit que toi là, peut-être tu peux. Je lui dis, en tout cas, je peux essayer. Comme c'est une parole que tu as promis à ton papa sur son lit de mort. En 2008, avec Jacques Rocher, dans 128 villages, on a planté 6 200 000 propagules de mangue. Tout ça, c'est géoréférencé. En 2009, hélas, je reçois les crapules de la finance carbone. Mais vraiment des crapules. Les vrais bandits. Les bandits en costume, là, blanc, comme ça, là. Il dit, voilà, on va planter beaucoup d'arbres. Et on sait que toi, tu plantes beaucoup d'arbres. Bon, les gars, à l'époque, j'étais jeune et fort. Je n'étais pas le vieux comme ça. 72 ans, un AVC, 2 crises d'épilepsie, 12 000 plants plongés, 200 millions de propagules au total plantés. Et ça, je l'ai dit au président Macky Sall. Je l'ai dit à tout le monde. Ce n'est pas en Chine le pays le plus peuplé du monde, ni en Inde. Ce n'est pas en Amérique le pays le plus riche du monde. C'est ici au Sénégal. Ici, la mangrove de Tobor porte les cicatrices de notre époque. Sécheresse implacable, déforestation aveugle. La nature semble reculer, abandonnant ses enfants. Mais grâce aux efforts de restauration notamment menés par Haïdar El Ali et l'ONG Océanium, la tendance s'inverse. L'ancien ministre de l'Environnement, dans un style pédagogique, a rappelé les fonctions essentielles de la mangrove. Protéger les côtes, servir de nursery aux poissons, filtrer l'eau, capturer le CO2 et soutenir la pêche, la collecte d'huîtres et l'écotourisme. En effet, derrière chaque racine qui repousse, derrière chaque jeune pousse qui s'élève vers le ciel, se cache la promesse d'un avenir différent. La mangrove n'est pas qu'un écosystème, c'est un rempart vivant, rempart contre l'érosion qui dévore nos côtes, nurserie pour les générations futures de poissons et de crustacés, gardienne silencieuse qui purifie nos eaux, alliée précieuse dans notre combat contre le réchauffement climatique. Après l'étape de Tobor, la délégation a repris la route direction Elana, un village situé dans le Boulouf, dans le département de Bignona. Elana est une étape importante pour ce colloque, car c'est de là que la délégation verra de manière concrète l'impact positif d'une bonne gestion de la mangrove dans cette partie du pays. Et puis, Elana. Quel accueil! Des bœufs qui nous souhaitent la bienvenue, comme s'ils connaissaient cette vérité profonde de Yann Arthus Bertrand. Il n'y a pas d'un côté l'homme et de l'autre la nature. L'homme est une partie intégrante de la nature. Alors vous savez, les mangroves, c'est comme nous autres, hein, c'est-à-dire qu'il faut analyser les conditions de vie. C'est-à-dire qu'il y a la température, il y a la salinité, il y a la turbidité, il y a l'acidité, etc. Mais c'est surtout en termes de seuil. Par exemple, au niveau des mangroves, il faut de la salinité, mais il ne faut pas dépasser un certain seuil. Donc le sel, il est à contrôler.
La température, vous savez, quand vous dites température, vous dites lumière du soleil. Et vous savez que quand la lumière interagit avec la plante, il y a ce qu'on appelle la photosynthèse. Et ça, c'est important pour la croissance des plantes. Par contre, si cette température-là est extrême, ça joue aussi un effet contraire. Donc, tous ces paramètres-là, que ce soit température, salinité, ces deux-là, c'est indispensable, mais il y a des seuils. Quand ça dépasse certains seuils, ça devient un problème. Quand tu prends la turbidité, sa relation avec la mangrove peut être analysée dans deux sens. Vous savez que dans l'eau, il y a des sédiments en suspension. Et la mangrove, elle peut donc capter les sédiments. Donc la présence de mangrove par rapport à une eau trouble peut permettre à cette eau-là de devenir beaucoup plus claire, parce que la mangrove, disons, capte les sédiments. Mais quand tu prends en retour une eau trouble, vous savez qu'une eau trouble, elle atténue la lumière qui pénètre. Or, quand il y a de la mangrove, quand il y a atténuation de la lumière, il y a aussi atténuation de la photosynthèse qui joue sur la croissance de la plante. Donc, comme j'ai dit, tous ces paramètres-là sont indispensables pour la mangrove, mais tout est à contrôler. C'est ça, en fait, vraiment, c'est la notion de contrôle et la notion de seuil à ne pas dépasser. Oui, le monitoring, c'est-à-dire les mangroves sont à surveiller, sont à gérer. Et pour cela, il faut des instruments pour ces différents paramètres. Tous les différents paramètres dont on a parlé, il faut de l'instrumentation. Ça veut dire que pour maîtriser la mangrove, il faut maîtriser l'hydrologie. Ça veut dire qu'il faut mettre des instruments pour connaître l'hydrologie du milieu. Il faut connaître la sédimentologie. C'est-à-dire qu'il faut la nature des sols, il faut de la granulométrie. Tout ça, il y a des instruments physiques qui permettent de le faire. Alors, quand tu prends un aspect qui est un peu partagé entre la physique et la géographie, c'est la télédétection. La télédétection qui permet de faire une cartographie de la mangrove, mais nous autres, on sait que la télédétection est basée sur les principes de la physique du rayonnement. C'est-à-dire qu'il faut un rayonnement qui arrive, qui réfléchit, et le satellite prend l'information au niveau de la mangrove. Donc la physique appliquée, c'est tout ça, c'est les instruments de plus en plus modernes qu'on utilise pour déterminer l'hydrologie, pour déterminer les courants et les vagues. Il y a des instruments que nous utilisons actuellement dans les labos pour faire la salinité, pour faire les courants, les vagues, ça manque encore d'instruments. Il y a maintenant, une fois que tu mesures, parce que vous savez qu'on a aussi besoin de faire de la prédiction. Donc à côté des instruments, la physique appliquée permet aussi de faire de la modélisation. Bon, la modélisation, c'est basé sur les équations mathématiques, on met de l'informatique, mais c'est des modèles physiques qui permettent de prédire et donc d'anticiper sur certains effets. L'exemple, c'est par exemple les changements climatiques. Aujourd'hui, si on veut étudier l'effet des changements climatiques sur la mangrove, vous savez que les changements climatiques, c'est des projections sur les 50 ou 100 années à venir. Donc ça, c'est des modèles qui permettent de faire cette prédiction-là et de prédire maintenant quels sont les effets futurs sur la mangrove. Donc il y a l'instrumentation, il y a aussi la modélisation, et ces deux aspects, observation, modélisation, ils peuvent être pris en charge par des applications de la physique. Alors la surveillance, parce qu'ici le défi que nous avons ici, nous, c'est l'instrumentation. C'est les équipements lourds, d'envergure qui coûtent très cher. Alors aujourd'hui, il y a un volet qui se développe de plus en plus, qui est relatif au développement de ce qu'on appelle des capteurs de moindre coût, des capteurs low cost. C'est-à-dire que c'est des capteurs assez simples où on peut, en associant les informaticiens, les physiciens, en particulier les électroniciens, on peut fabriquer des capteurs de moindre coût que tu peux mettre sur une station fixe pour mesurer la température, la salinité et d'autres paramètres. Donc aujourd'hui, c'est une alternative. Comme il n'y a pas assez de moyens pour avoir les équipements lourds, aujourd'hui, on tourne de plus en plus aussi vers le développement de capteurs low cost pour faire un suivi des sites, en tout cas ciblés. Donc ça, je sais que c'est quelque chose qui est en développement et nous avons commencé à former nos doctorants, ils sont les plus jeunes, pour qu'ils prennent en charge cet aspect-là.
En tout cas, le colloque s'est très bien passé, parce que après le colloque aussi, on a fait l'évaluation est en cours, mais le retour qu'on a, en tout cas, de tous ceux qui étaient venus de Dakar, mais comme de l'étranger, c'est que c'était assez pertinent. Les communications étaient vraiment de qualité. L'organisation, c'était vraiment assez bien, mais vous savez qu'il n'y a pas la perfection. Hein. Il y a toujours des choses à corriger. Maintenant, nous sommes, professeur Ndour vous en dira sûrement plus, nous sommes dans une phase d'évaluation, mais je sais que les gens sont en train vraiment d'encourager pour aller vers d'autres éditions. Parce qu'on a vu toute la pertinence vraiment que ça a représenté pour la zone, pour le milieu, et puis la complexité de la mangrove fait que, en fait, c'est une thématique qui peut rassembler tout le monde. Pratiquement toutes les disciplines peuvent en fait être intégrées autour de la mangrove. Parce que c'est un écosystème qui est très complexe. Et c'est une thématique qui peut encourager vraiment un travail d'ensemble d'équipe mixte de l'Université Assane Seck, mais associé aussi à d'autres universités étrangères. À Elana, la délégation découvre la preuve vivante qu'une bonne gestion des mangroves transforme les destinées. La délégation profite de cette étape privilégiée pour visiter des projets concrets qui révèlent l'impact positif de cette gestion durable. Direction le bassin de pisciculture et les ruches à abeilles de M. Younous Sagna. Rencontre avec Younous Sagna, apiculteur et pisciculteur. Ses mains racontent l'histoire d'un homme qui a appris à écouter la nature. Formé par le GIE Kawawana, il incarne cette nouvelle génération d'agriculteurs qui réconcilie tradition et innovation. Son projet de pisciculture révèle concrètement les impacts positifs de cette harmonie retrouvée avec l'écosystème. Mais le rêve de Younous va au-delà de ce premier bassin. Il aspire à créer un second, puis d'autres encore. Une vision qui nécessite notre soutien. Voilà, je suis aussi dans l'apiculture, toujours Younous. Comme vous me voyez comme ça là, voilà, j'ai commencé avec deux riches et deux richettes. L'autre richette, ça se trouve au village, à la maison là. Voilà, comme c'était un débutant. Mais j'ai pratiqué l'apiculture de Kawana. On a même récolté jusqu'à avoir peut-être 2 ou 3 comme 20 kilos ou 60 kilos comme ça là, ouais, de miel. Cette année, on a récolté jusqu'à avoir 30 kilos comme ça. Ouais. Comme c'est un débutant, mais je suis satisfait. Au fur et à mesure, je serai dans le puits, voilà, dans l'apiculture. Ouais. Et on travaille en collaboration avec les gars du département. Voilà, juste avoir des contacts avec eux. À Elana s'offre à nous un spectacle extraordinaire. La cohabitation magique entre le monde salé et le monde doux. Regardez ce manguier. Ces fruits succulents mûrissent paisiblement aux côtés des palétuviers, comme si la nature nous enseignait que les opposés peuvent non seulement coexister, mais s'enrichir mutuellement. L'appel de Younous résonne au-delà des mangroves. Ensemble, nous pouvons transformer les vies. Après quelques heures passées à Elana, c'est le moment de rejoindre la PAC de Mangagoulak. En fait, l'interdisciplinarité, c'est, en tout cas si on veut faire de la recherche appliquée qui profite à la communauté, à la société, il faut d'abord poser le problème. C'est-à-dire que c'est seulement après avoir posé le problème qu'il faut aller chercher maintenant quelles sont les disciplines qu'il faut intégrer pour résoudre ce problème-là. Je te donne un exemple. Quand on prend les mangroves, vous savez, l'écosystème de mangroves, il y a le milieu dans lequel sont les mangroves
Et ce milieu-là, il y a le climat, il y a de l'eau, il y a la température, il y a la salinité, etc. Ça, c'est le milieu. Maintenant, il y a la ressource. C'est les palétuviers, c'est le poisson, ce sont les huîtres. Ça veut dire que quand tu veux étudier l'écosystème de mangrove, tu dois étudier tout ce système-là. Donc, et ça, c'est indispensable de convoquer plusieurs disciplines. Nous, en tant que physiciens, on s'intéresse beaucoup plus au milieu, avec les conditions environnementales. Mais pour étudier la ressource, tu comprendras qu'il faut des biologistes, qu'il faut des gens qui font de la géographie, pour la cartographie des mangroves, etc. Donc nous, en tant que direction de la recherche, on favorise vraiment les projets intégrés, c'est-à-dire qui consistent à intégrer plusieurs disciplines pour résoudre un problème environnemental. Ça, c'est l'approche vraiment qu'on utilise, nous, au niveau environnemental, mais c'est l'approche aussi qu'on encourage, disons, comme approche principale pour tous les laboratoires qui sont à l'université. Destination finale, l'APAC emblématique de Mangagoulac. Imaginez, face à l'épuisement de leurs ressources, 8 villages décident de s'unir, pas seulement pour survivre, mais pour renaître. Ils créent Kawawana, notre patrimoine ancestral que nous aspirons tous à préserver en langue diola. 10 000 hectares d'espoir, 10 000 hectares de résistance, 10 000 hectares qui prouvent que l'humanité peut encore choisir la voie de la sagesse. Sur cette route de la découverte, Amadou Faye Diédiou, doctorant passionné, nous guide avec la précision du chercheur et l'émerveillement de l'explorateur. Ici, le monofilament est interdit. Une fois qu'on te prend avec ce filet, automatiquement le filet est récupéré. Même la pêche crevettière est interdite dans la zone. Donc c'est la population qui assure la gestion de la PAC avec les moyens du bord. Maintenant, avec les ONG et partenaires, ils sont en train de l'accompagner, cette conservation-là. La PAC est conçue principalement de 3 ballons. Hier, j'ai exposé par rapport à ça. Nous avons le ballon principal, le Tandou. Ça sort directement du fleuve Sénégal qui arrose principalement la PAC. Là-bas, on peut pêcher à la population autochtone, c'est-à-dire la conservation pour l'intérêt de la communauté. Donc ici, les allochtones ne peuvent pas entrer à l'intérieur, mais ils sont autorisés à pêcher au niveau du ballon principal de Tandou. Ici, les communautés, ils vont pêcher, mais en respectant la loi. Les filets monofilaments sont strictement interdits et le maillage aussi. Maintenant, il y a aussi des zones considérées par les ancêtres comme c'est des zones sacrées. Et effectivement, comme il faut que la population ait une relation étroite, vous allez au niveau du ballon de Mutuc, le ballon est considéré depuis leurs ancêtres comme le ballon sacré, soit c'est une zone de reproduction des poissons. La PAC considère ce ballon-là, toute activité y est interdite. Même la cueillette des huîtres est strictement interdite. On ouvre ça pour 1 mois. Les gens vont collecter les huîtres. Après 1 mois, c'est fini. Personne n'y entre, personne n'y fait rien. La zone est strictement interdite à la pêche. Mais actuellement, la PAC couvrait une superficie de 9665 hectares. Mais actuellement, il y a eu une augmentation de la PAC. Ils ont intégré la zone de Kiling-Kiling, une autre zone, un ballon sacré aussi. Ben, le nom Kiling-Kiling, c'est un nom un peu saucé, mais qu'on trouve en nom Diola. Ben, d'après les ancêtres, ils disaient quand vous allez là-bas, il y a un esprit qui vous accueille. En nous demandant, nous les pêcheurs, quand tu entres, tu demandes mon avis, comment ça va la pêche? Il te dit, Benna Benna. Kiling-Kiling, c'est Benna Benna, voilà, 1-1. Ça dit, il n'y a rien. C'est un esprit qui te répond. Tu vois? Ben, il y a certaines zones aussi, quand tu entres, tu ne sors pas. Et même le ballon de Mutuc, il y a une façon d'entrer. Mais nos vieux, comme c'est des savants, il y a un vieux qui a coupé comme la Bresse de Saint-Louis. Et maintenant, c'est tellement large. Les courants sont tellement forts pour entrer. Moi, en 2018, quand je suis venu ici, ben, notre pirogue a resté ici, hein, on a chaviré. On a voulu entrer directement, et puis juste la pirogue s'est renversée. Ben, heureusement, comme on était des petits marins, non, on ne va pas arriver là-bas, tu vois, c'est des esprits. Mais avec les anciens pêcheurs, il y a un vieux du nom de Ataba, il a coupé quelque part pour pouvoir entrer. Du coup, c'était un peu petit, mais maintenant c'est large.
Maintenant, la PAC est en train de faire aussi sa progression vers le continent. Ben, ils sont en train d'aménager pour essayer de voir comment augmenter. Actuellement, on est une superficie d'environ 26 160, je ne sais pas combien, hectares. Donc, on est parti de 9 000 à vers ici que les gens débarquaient. Les gens sortent directement de Ziguinchor. Nous, moi, je préfère voyager en pirogue que d'aller de voiture. Vous débarquez là et vous regagnez le village. Et maintenant, on est là-bas, là, on a pris le débarcadère, c'est là-bas. Mais les anciens débarcadères, c'était ici. Donc, ben, nous sommes ici dans le ballon de Elana. On va sortir, on sort directement le ballon de Tandouk. Après le ballon de Tandouk, on va aller là où les pêcheurs, c'est des petits îlots, là où les pêcheurs stationnés pour se reposer, mais aussi pour se pouvoir camper. On a construit là-bas un petit débarcadère, parce que le bois en zone de mangrove, ça ne dure pas. Non, le fer en zone de mangrove, ça ne dure pas. Effectivement, ce n'est pas utilisable. OK. Et aussi, vous avez une diversité aussi importante par rapport aux espèces. Vous voyez ces espèces-là, ils sont un peu de la zone de Kalonai, Nyaman Kalonai. Vous avez des gros individus. Et même avec une diversité, vous avez les 6 espèces. Ben, heureusement pour nous, on a vu l'espèce Canocarpus en entrant juste. Il y avait l'espèce Lagune Claria à côté. Mais ici, vous avez tous les espèces qui sont ça, à savoir Rhizophora arisoni, Rhizophora mangle. Et ensuite, l'Avicennia. Ben, pour les espèces, d'après la pêche expérimentale qu'on a effectuée ici, on a eu 50 espèces de poissons, réparties un peu plus dans 33 familles et 40 genres. Donc c'est un milieu aussi diversifié. Pour rappel, Amadou est un doctorant sous la supervision du professeur Ngor-Ndour. Chaque explication devient une révélation. Le chemin a été long, mais très riche en savoir. Grâce aux explications très détaillées de Amadou et des gérants de la PAC, la délégation s'est réjouie de ces découvertes. Kawana est divisé en 3 ballons. Il y a le ballon des villages. C'est réservé uniquement à la pêche de subsistance. Si on pêche là-bas, on vend des poissons aux villageois. Il y a le grand ballon de Tandouk. Tout pêcheur peut pêcher là-bas, mais en règlement, avec le règlement de Kawana. Si on pêche là-bas, on vend les poissons là où il veut. Il y a le 2 ballons qui est strictement interdit. C'est le ballon de Mitik et Kiling. Là, c'est interdit à l'accès. C'est la zone de reproduction des poissons. Aussi. Pour la plupart des huîtres, nous avons un calendrier pour la récolte des huîtres. Mois de février au fin mai. Donc on arrête pour l'année prochaine. Encore, nous aussi, on protège la mangrove. La coupe de la mangrove est strictement interdite. Nous, on utilise seulement, si vous voyez quelqu'un qui coupe ça, c'est pour racines aussi, c'est pareil. Les racines, nous, on coupe pour utiliser pour faire le plafonnage de la maison. Mais on ne coupe pas du n'importe. Si on voit un arbre avec 3 racines, peut-être tu vas prendre une racine et tu fais d'autres. Tu laisses les autres et tu déplaces. Même la coupe de la mangrove. Si on vient pour couper, on ne coupe pas d'un seul coup, un hectare. On coupe ici, on se déplace. De l'autre côté, on coupe aussi. Cette année, on a reboisé plus de 45 hectares. C'est notre activité principale, la régénération de la mangrove. Arrivés sur l'île, nous avons eu de riches panels sous les palétuviers. Panels sous la supervision des experts comme le professeur Saint-Cyr. Moi, ça m'a fait réfléchir. Avec sans argent, engagement communautaire, les résultats concrets sont là. Je suis Brice Saint-Saint, je suis professeur à l'université d'Abomey-Calavi
Bénin, invité pour ce colloque sur la gestion durable des mangroves, ici dans la région de Casamance. Donc c'est un peu pour partager les expériences que nous avons accumulées au niveau du Bénin en matière de compréhension du fonctionnement des mangroves et aussi les services que les mangroves peuvent rendre aux communautés et la nécessité de conserver durablement cet écosystème de mangroves au regard de tous les biens générés par les mangroves permettent d'avoir des côtes qui bougent le moins possible, ni d'eau, qui bougent le moins possible grâce à leur système racinaire et aussi au fait que c'est une bande qui plus ou moins sert de barrière au vent. Et en même temps, c'est un milieu spécifique. C'est un milieu qui n'a pas d'alternative sur les plateaux. On ne peut pas dire détruisons la mangrove dans telle région à l'intérieur du Bénin, nous pouvons encore recréer la mangrove. Ça a besoin de contact entre l'eau douce et l'eau de mer pour créer une eau à salinité variable, ce qu'on appelle les eaux saumâtres. Donc c'est une station unique, c'est pourquoi il est très important d'envisager la gestion durable de son métier. D'abord, un colloque universitaire, ça fait partie des activités classiques, traditionnelles de l'université. Mais tout le monde le sait, l'organiser, ce n'est pas aller à côté, ouvrir une salle de conférence et dire remplissez. Non, ça a besoin de toute une organisation. C'est ça qui fait que lorsque nous participons à ce genre d'initiative soutenue par les collègues qui sont dans les universités, la première des choses, nous les félicitons. Nous les encourageons. Parce que c'est ce que une université, le rôle d'une université, les échanges d'idées, les échanges d'expériences. Il y a d'énormes expériences ici au Sénégal. Il y a d'autres en Côte d'Ivoire, il y a d'autres en Guinée-Bissau, il y a d'autres au Bénin. Et on se réunit pour dire, mais vous là, sur le même problème, comment vous voyez cela diversement? C'est le rôle des universités. Donc nous nous réunissons pour partager cela. L'organisation de ce genre de grandes manifestations, c'est toujours salutaire. L'autre chose, vous réunissez, vous brassez les idées, vous essayez de voir les leçons à tirer, et on se dit, bah, allons sur le terrain. Nous, on a beaucoup fait tous ces développements en salle. Que dit le terrain? Je crois que c'est ça. Ça fait que les organisateurs ont prévu aussi cette descente sur le terrain. Et effectivement, c'est un autre, je ne dirais pas totalement une autre son de cloche, mais c'est une autre façon de présenter les visions, surtout affirmées par ceux qui gèrent la ressource. Rien de plus beau, celui qui gère dit, mais je veux travailler au bénévolat. Nous sommes tous des salariés, mais bénévolat c'est quoi? Comment nourrit-il sa famille? Comment met-il du carburant pour qu'on arrive ici pour assurer un peu le rôle de surveillance de cet écosystème? Donc vous voyez, ça pose ce genre de problème. Mais ils sont partis d'une philosophie ancienne. N'oubliez pas que dans l'ancien temps, nos parents n'avaient pas de salaire, mais géraient leur écosystème. Et dans son affirmation, nous ne voulons pas forcément copier le modèle de l'État. Moi, ça m'a beaucoup plu. Et c'est en ça que j'essayais un peu de faire l'avocat du bonhomme, je ne dirais pas du diable, mais je défends ça avec et ongle parce qu'ils construisent un modèle dans le paysage sénégalais à partir d'une philosophie claire. S'il y a trop d'argent, les gens commencent par se manger les uns les autres. Et qui va être président? Qui va être secrétaire? Qui va être aussi ou ça? Quel village va prendre? Et ils disent, nous ne voulons pas ça. Nous voulons que nous sommes tous des bénéficiaires, voyez, de ce paysage, de ce milieu. Chacun peut prendre une partie de son temps, de la semaine ou du mois, et consacrer cela à la surveillance, consacrer cela à donner des conseils. C'est un autre modèle.
et qui reste complémentaire à ce que l'État a mis en place, des marines protégées et d'autres types de modèles qui fonctionnent que sur projet. S'il n'y a pas de projet, zéro activité. Et dès que les projets aussi finissent, alors tout est nu. Non, ils ont dit, nous ne voulons pas aller dans cette direction-là. On veut bâtir cela, une sensibilisation entre nous-mêmes et une volonté d'engagement à prendre une certaine portion de notre temps et gérer en notre faveur. Je trouve ça original. Moi, je pense que c'est un modèle que les universitaires doivent suivre de près pour tirer les meilleures leçons pour le futur. J'ai beaucoup apprécié ça. Donc pour moi, le bilan est largement positif. Le bilan est très bénéfique pour les uns et les autres. Moi, je ne sais pas avec encore davantage d'instructions pour le site que nous gérons au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau des tas de boulot. Et quand résonne la voix du professeur Brice Saint-Cyne, meilleur scientifique africain 2017, nous comprenons que la science n'est pas qu'affaire de laboratoire. Elle se vit, elle se respire, elle se transmet. 6 mois, il faut verser quelque chose. Alors, si vous versez cette petite somme, avec la somme un peu totale, on aurait à rémunérer les surveillants. La deuxième des choses, ils sont aussi permis à exploiter parce qu'ils ne peuvent pas surveiller. Ils sont les premiers normalement à nous montrer la voie. Donc, eux, ils sont permis à exploiter, mais de manière toujours modérée. Malheureusement, avec l'hétérogénéité, il y a ce déphasage culturel qui fait que ces normes sociales sont laissées en rade et on connaît ce qu'on voit aujourd'hui au Cap Skirring, à Diembéring, etc. Par contre, ma question, c'est sur les sites de réservation, ces sites naturels sacrés. Vous l'avez fait de manière volontaire ou c'est parce que vous avez constaté que ce sont des sites de reproduction massive des poissons? Parce que chez nous, nous avons ces sites. Il y a des sites qui sont sacrés parce que ça importe de la sacralité mystique, des sites de reproduction, mais nous avons ce que nous appelons les sioux. Donc, ça, ce sont des zones qui sont strictement réservées. Ce sont des zones de reproduction de ces poissons, parce qu'une fois que les poissons grandissent, ils vont forcément retourner dans les eaux. Donc, on trouve aussi bénéfice en les protégeant. Nous aussi, nous protégeons nous-mêmes, mais nous trouvons aussi bénéfice à pêcher. Par contre, il y a des sites de reproduction qui sont sacralisés juste parce qu'il faut réserver l'environnement. Je ne sais pas si ici, ce sont des sites de reproduction que vous avez jugé nécessaire de préserver, c'est dire, ou sinon ce sont des sites qui sont liés à d'autres questions qui sont typiquement traditionnelles. Le bolon de Miti et le bolon de Kiling, c'est des sites qu'on a trouvés dans nos parents, c'est des sites sacrés. Nous avons jugé nécessaire, comme c'est des sites qui ont été bien sacrés depuis nos années parents. Si au moins on fait cette repos biologique des poissons, ça c'est vraiment la bonne marche. Pour laquelle la communauté en tant que telle a jugé nécessaire de prendre ces deux bolons de les mettre en repos biologique pour tous les pêcheurs. C'est comme les communautés chassent que c'est des bolons qui sont sacrés. Si vous mettez là-bas en repos biologique, ça peut marcher. Moi, je m'appelle Elhaji Balégué, je suis chercheur au département de géographie de l'Université Asante Ziguinchor. Je suis en même temps le directeur du labo d'enseignement de géographie et d'enseignement de l'université. Le colloque est axé sur la mangrove, sur la gestion durable des mangroves de l'Afrique de l'Ouest. Moi, depuis le master de DEA, je travaille sur la mangrove. J'ai fait 2 tests sur la mangrove, donc ce sont des choses qui m'ont parlé. J'ai participé dans ce colloque en tant que co-organisateur, mais en tant que communicant. Et ça m'a vraiment plu. Ça traite des vrais problèmes de la mangrove. Le bilan est globalement positif. Sur le plan organisationnel, on a eu la participation de plusieurs chercheurs venus de régions diverses. Les Sénégalais, les Ivoiriens, etc. Donc,
Et aussi, il y a un comité d'organisation qui a su vraiment répondre aux exigences de l'organisation d'un colloque international. Et l'organisation de cette excursion, de cette journée de découverte, en est une preuve. Donc j'ai dit bravo au comité, j'ai dit bravo à Mourou et son équipe qui ont su vraiment pendant ces 3 jours-là mettre en place des activités qui permettent de mieux comprendre les actions de nos jours, mais également de mieux pour pouvoir mieux les protéger, les conserver, afin que les populations, les communautés locales puissent continuer à vraiment tirer des bénéfices sur cette question-là qui est vitale pour cette communauté. Déjà, à travers les différentes communications, on a compris qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, mais qui sont également en train d'être faits pour une meilleure cartographie de la mangrove d'Abascadon d'une manière générale, d'une manière particulière, et d'une manière générale de la mangrove ouest. C'est vraiment des résultats assez intéressants. Et ce serait bien de l'améliorer peut-être avec des données géospatiales de plus grande précision. Parce que la plupart des données qu'on utilise, c'est des données qui sont gratuites, qui sont téléchargeables gratuitement. Et ça limite un peu la résolution, ça limite un peu également les informations qu'on pourrait tirer là-dessus. Ce serait intéressant, comme je t'ai vu tout à l'heure, traîner avec un drone, mais ce serait intéressant de faire des études plus poussées avec des drones qui permettent d'avoir des images de toutes les émissions qui vont permettre d'apprécier certains détails qu'on ne peut pas apprécier à l'échelle peut-être d'une image nasale, d'une image. Ce serait bien dans ce cas de créer des synergies, comme le professeur Sanson l'a dit tout à l'heure, de créer des synergies entre chercheurs, entre nos partenaires qui travaillent, entre acteurs de la mangrove, pour pouvoir mettre en place des méthodes de recherche qui vont permettre de mieux connaître ces écosystèmes de mangrove-là. Et je pense que la donnée géospatiale peut permettre de mieux l'apprécier. Donc, il serait bien de mettre en place des plateformes qui permettent d'utiliser, d'avoir des données de haute résolution, qui vont nous permettre de pousser encore la cartographie de ces belles écosystèmes qui est la mangrove. Non, mais félicitations, je ne peux dire que félicitations, parce que moi, je ne connais que la mangrove, et c'est la première fois que je vois un collègue qui réussit la mangrove à l'IAZ. On avait fait un colloque sur une année plus générale sur la zone côtière, qui était une réussite, mais un colloque spécialement sur la mangrove qui a su réunir les acteurs scientifiques, les acteurs qui sont dans le développement, des acteurs qui sont également dans le domaine financier, tout qui part ensemble. Ouais, j'ai dit bravo à cette équipe d'organisation-là qui a su ces conditions-là. Et les échanges vraiment étaient difficiles. Vraiment bravo à l'équipe d'organisation. Aux côtés du professeur Sansine, nous avons aussi le professeur Eladji Baladier, géographe de l'âme. Grâce aux explications des experts, cette expédition est devenue une leçon de vie grandeur nature. 3 jours qui changent une vision. 3 jours qui révèlent que la science véritable naît de la rencontre entre la connaissance et le terrain, entre la théorie et l'humanité. Chercheurs, étudiants, ONG, communautés locales, tous unis dans cette quête commune. Repenser notre relation au vivant. Car ici, au cœur des mangroves de Ziguinchor, résonne un message universel. L'avenir de notre planète se décide maintenant, ensemble, avec humilité et détermination.
Voilà, le colloque organisé du 16 au 18 juin 2025 à l'Université Assane Seck de Ziguinchor par le collègue, le professeur Ngordour et le département d'agroforesterie consiste un peu à rediscuter des questions sur la gestion durable des écosystèmes de mangrove en Afrique de l'Ouest. Comme on le sait, la mangrove est un écosystème extrêmement important qui joue plusieurs rôles là où elle existe. Au niveau du Sénégal, on peut sérier de façon générale, n'est-ce pas, 3 pôles où existe la mangrove. Il y a des reliques autour de Saint-Louis, c'est la limite supérieure. Mais quand on parle de mangrove au niveau du Sénégal, on pense potentiellement au delta du Saloum et aussi en basse Casamance. C'est des zones où cette mangrove est extrêmement importante et elle a subi, cette mangrove-là, n'est-ce pas, de lourdes agressions liées aux dynamiques environnementales de façon générale, particulièrement la sécheresse des années 70 à 90 en Afrique de l'Ouest. Ça, c'est l'élément déclencheur, mais également, n'est-ce pas, les pratiques humaines qui consistent au prélèvement, n'est-ce pas, des produits qui existent dans cette mangrove-là. Voilà. Donc, ces prélèvements-là sont liés aux usages domestiques, à la quête d'huîtres et d'autres, n'est-ce pas, coquillages, à la pharmacopée dans une certaine mesure, mais aussi à l'utilisation du bois pour la transformation, n'est-ce pas, des produits halieutiques. L'exemple qu'on peut donner, c'est l'exemple du quai de pêche de Kafountine, où le bois est énormément, n'est-ce pas, utilisé. Mais aussi d'autres sites de pêche, à l'image du site de Linkin, mais aussi de Cap Skirring. Donc ça, c'est un tout petit peu pour les actions anthropiques. Mais quand on regarde un peu en arrière, quand on parle de sécheresse en Afrique de l'Ouest, le signal a été donné en 1968. Et depuis lors, n'est-ce pas, on a assisté à une diminution extrêmement importante des apports d'eau pluviaux. Et cette diminution-là a provoqué la remontée de l'eau de mer jusqu'en profondeur au niveau de l'émissaire principal, pour ne parler que de la Casamance, mais aussi au niveau des Bolons. Parce qu'avec l'apport pluviométrique important, cet apport-là permettait, n'est-ce pas, de contrebalancer. Donc, il y a un système de dessalement naturel à partir de l'eau de pluie pendant l'hivernage, et ce qui consiste à équilibrer un tout petit peu. Mais quand on a assisté à un faible apport d'eau pluviale, donc le bief salé est monté jusqu'à des profondeurs. Pour le fleuve Casamance, on peut aller jusqu'à un peu au-delà de Diana Malari, situé près de Kolda. Donc, avec l'hypersalinisation, donc la mangrove, le taux de sel était extrêmement important. Et la mangrove, pour la plupart, ne pouvait pas supporter, n'est-ce pas, ce taux de sel extrêmement important. Donc, il s'en est suivi une forte mortalité, surtout au niveau des Bolons, où les apports d'eau sont extrêmement faibles. On a assisté de façon générale, n'est-ce pas, à une mortalité extrêmement importante de la mangrove au niveau de la Casamance. Mais cette mortalité n'est pas due, comme je l'ai dit, qu'à la sécheresse. Prenons le cas de la route Ziguinchor-Tobor. En quittant Ziguinchor pour aller à Tobor, il y a un contraste extrêmement important entre votre droite et la gauche. Donc, à gauche, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, la Casamance était considérée par le gouvernement du Sénégal indépendant comme étant une zone où on pourrait renforcer la production vivrière, notamment la riziculture. Donc, l'État du Sénégal,
en rapport avec une société hollandaise qui s'appelait Ilaco, a contractualisé pour abattre la mangrove et transformer ces zones-là en polaires rizicoles, donc en zone de riziculture. Sauf que, après avoir abattu la mangrove, la sécheresse est intervenue. Donc la mangrove abattue a libéré de la toxicité ferreuse, qui a fini donc par anéantir cette zone-là. La mangrove n'étant plus là, la toxicité ferreuse a été libérée, les rizières étaient envahies, mortes, et on peut citer deux cas, deux sites principaux. C'est le cas de Tobor, mais aussi le cas de Djeba en allant vers Marsasson. Quand on regarde ces zones-là, c'est vraiment des cimetières, n'est-ce pas, à mangrove, où on peut trouver des souches, n'est-ce pas, de végétation de mangrove, n'est-ce pas, morte. À côté, ce n'est pas une action anthropique, mais la mangrove elle-même était vraiment diminuée. Donc il n'y avait que des reliques. Et le déclic a été pour la population, n'est-ce pas, de penser à réhabiliter son environnement. Donc ce qui fait de Tobor, n'est-ce pas, un village pionnier en termes de réhabilitation des écosystèmes de mangroves dégradés à travers le reboisement. Et Tobor a été accompagné par Océan. Mais personnellement, pour mes travaux, quand je parle d'écosystème de mangroves, je vois un élément extrêmement important pour la Casamance, c'est la riziculture de mangroves. Cela a poussé la réflexion en géographie, on ne parle plus d'écosystème tout court. En tant que géographe, on parle de socio-écosystème. Parce qu'au cœur de la mangrove, n'est-ce pas, on y trouve d'importantes rizières. Comment ces rizières ont été construites à travers des siècles par la population casamançaise, ingénieuse en la matière. Donc, on procédait à l'endiguement de certaines zones de mangrove et on abat la mangrove. Donc, les parcelles endiguées, avec l'eau de pluie, ces parcelles étaient progressivement dessalées jusqu'à ce que le taux de sel soit raisonnable pour certaines espèces de riz cultivées au niveau de la Casamance, comme Oryza glaberrima. Donc, quand on regarde en Casamance, l'écosystème de mangrove n'est plus que cette végétation-là uniquement, où on trouve des poissons, où on trouve une zone de refuge de poissons, où on prélève du bois, mais c'est aussi un écosystème où il y a des pratiques liées à la riziculture, qui est le fondement, n'est-ce pas, agricole au niveau de la Casamance. Donc, quand on va plus loin dans cette réflexion-là, on se rend compte également que c'est aussi des zones spirituelles. Parce que la Casamance, comme on le sait, surtout le département d'Oussouye, c'est une zone à potentiel, n'est-ce pas, de résilience en termes de pratiques, n'est-ce pas, religieuses, liées aux religions du terroir. Moi, je refuse le mot animisme. Donc, je parle de religion du terroir. Donc, les mangroves comportent aussi des lieux de culte et probablement de sépulture. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand on prend ce département-là, c'est le département qui brûle le moins au niveau du Sénégal. Parce que la relation de l'homme à l'espace est étroitement liée. Donc, avec cette religion des terroirs, n'est-ce pas, ces pratiques culturelles, n'est-ce pas, le Diola de Basse-Casamance a pu préserver la mangrove. Nonobstant cette période, n'est-ce pas, où on avait une forte mortalité, mais aussi la prise de conscience s'est étalée sur l'ensemble de la Casamance, mais avec l'accompagnement des ONG, principalement l'Océanium ou d'autres ONG qui s'investissent aujourd'hui dans un contexte un peu où on parle de séquestration du carbone, l'économie bleue, parce que tout le monde maintenant veut séquestrer du carbone, vendre le carbone, entrer sur le marché international, parce que c'est une injonction liée, n'est-ce pas, aux différents traités internationaux en relation avec la gestion du climat au niveau mondial. Alors, vous venez de toucher un élément extrêmement important. Là, je prends la casquette un peu de la direction de la cellule interne d'assurance qualité. Vous savez, quand on parle de l'assurance qualité, c'est que l'État du Sénégal s'est rendu compte, à l'image de la marche du monde, que l'enseignement supérieur est en train de prendre de l'envol, que ce soit au niveau public ou au niveau privé, dans ce qu'on appelle l'économie du savoir. Que l'on veuille ou non, les institutions d'enseignement supérieur sont en compétition
pour la mise sur le marché des ressources humaines de qualité. Donc, sur cette base, l'assurance qualité doit être invoquée doublement. Le premier acte sur lequel on peut discuter en termes d'assurance qualité, c'est ce qu'on appelle l'assurance qualité interne. Le second, c'est l'assurance qualité externe. L'assurance qualité externe, c'est que l'État du Sénégal a mis en place une autorité nationale d'assurance qualité pour de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Donc, sur ce volet-là, l'assurance qualité intervient sur un certain nombre de domaines clés de l'enseignement supérieur. D'abord, la gouvernance administrative. Est-ce que la manière dont fonctionne l'institution est en phase avec la réglementation? Est-ce que la manière dont fonctionne l'université en matière de recherche est en phase avec les textes nationaux? Est-ce que la manière dont fonctionne l'université, n'est-ce pas, du point de vue formation, c'est-à-dire pédagogie, est en phase avec la réglementation nationale, mais aussi internationale? Est-ce que l'université a mis en place des instruments, n'est-ce pas, pour appuyer l'employabilité des diplômés? Et par ricochet, n'est-ce pas, aider à l'insertion de ces diplômés. Sur ce côté-là, il y a ce qu'on appelle l'habilitation institutionnelle, qui doit garantir la qualité par rapport à ces différents domaines que je viens de citer. Et fort heureusement, l'Université Assane Seck de Ziguinchor, depuis la création de l'Autorité nationale d'assurance qualité ANAQ-Sup en 2012, autant pour moi, l'Université Assane Seck de Ziguinchor a mis en place ce qu'on appelle la cellule interne d'assurance qualité, qui a évolué en 2020, en septembre 2020, en direction, n'est-ce pas, de la cellule interne d'assurance qualité. Tout cela parce que l'université a pour ambition de faire de l'assurance qualité un des leviers importants, je ne sais pas, en termes de fonctionnement, en termes de mise à disposition de tous les services que je viens d'évoquer tout à l'heure. Donc l'habilitation a été obtenue en 2021. Et on n'a pas attendu l'habilitation parce que l'habilitation, c'est donner le quitus à l'université pour délivrer des diplômes. On n'a pas attendu ça. L'université, depuis sa création en 2007, a su mettre en place un dispositif pour revoir régulièrement ses programmes de formation. Ce qui fait qu'un an après son ouverture en 2007, en 2008, n'est-ce pas, il y avait déjà une révision des maquettes de ces programmes de licence qui existaient à l'époque. Comment ça se fait? C'est d'abord au niveau de l'équipe pédagogique, au niveau du département. Ensuite, au niveau des UFR, l'UFR qui regroupe un certain nombre de départements. Ensuite, il y a un séminaire global qui est organisé en invitant surtout le patronat. Donc, ce qui veut dire que l'Université Assane Seck a pris conscience très tôt, n'est-ce pas, de l'assurance qualité dès le départ. Donc, aujourd'hui, et en 2013, on a renouvelé, n'est-ce pas, ces révisions des maquettes en y adjoignant, n'est-ce pas, les maquettes de master. Et la dernière révision a eu lieu en 2021, dont les maquettes sont à... La particularité de la révision de 2021, c'est qu'il y a déjà beaucoup de programmes qui étaient accrédités. Donc, la prise en compte des recommandations issues des rapports d'auto-évaluation, mais aussi des rapports d'évaluation externe, n'est-ce pas, a été un élément déterminant dans le façonnage, dans l'amélioration de la qualité de nos offres de formation. Mais je reviens maintenant sur la question de la recherche. Et ça me permet d'évoquer le second volet qui est l'assurance qualité interne. Vous savez, l'Université de Ziguinchor, n'est-ce pas, a un dispositif pour la recherche. Et ce dispositif-là est à l'origine de la création du vice-rectorat chargé de la recherche, de la coopération, mais aussi de relations avec le monde socio-professionnel. Et dans cette vice-rectorat, il y a une direction de la recherche et de l'innovation. Donc, l'ambition, c'est de faire de la recherche, n'est-ce pas, qualitative, je veux dire, parce qu'il faut adjoindre le mot qualité, n'est-ce pas, un des leviers principaux, n'est-ce pas, de la production scientifique de l'Université Assane Seck de Ziguinchor. Et la direction de la recherche et de l'innovation, n'est-ce pas, travaille d'arrache-pied, puisque celui qui pilote cette direction aujourd'hui a été, à un moment donné, le responsable de l'assurance qualité. Donc, ce qui veut dire qu'il prend en compte ces éléments de la qualité pour que la recherche à l'Université de Ziguinchor soit
Au-delà de ce dispositif macro, il y a un dispositif, n'est-ce pas, au niveau des UFR ou au niveau des départements, c'est-à-dire les laboratoires de recherche. Toutes les 4 UFR de l'Université Assane Seck de Ziguinchor disposent des laboratoires de recherche, à la tête desquels il y a un directeur et des équipes de recherche. Donc, aujourd'hui, la direction de l'assurance qualité et la direction le dira mieux que moi, hein, n'est-ce pas, a pris des dispositions nécessaires, même si au niveau national, ça tarde à se faire, hein, n'est-ce pas, c'est-à-dire mettre un dispositif vraiment opérationnel, parce que c'est ce qu'on attend de recherche. Mais l'Université Assane Seck de Ziguinchor a mis en place un dispositif qui permet. Et d'ailleurs, la qualité de ces recherches prouve l'organisation régulière des manifestations scientifiques internationales, dont la dernière, n'est-ce pas, la dernière manifestation qui consistait à regarder un peu mais comment la mangrove fonctionne, comment elle est gérée. Et je pense que ce volet-là, donc on peut être tout à fait heureux parce que l'Université de Ziguinchor, depuis sa création, lorsqu'elle a atteint le niveau de recherche, parce que c'est un processus, donc le master, le doctorat, il y a beaucoup de travaux qui ont été réalisés sur les écosystèmes littoraux de façon générale et particulièrement sur la mangrove. L'objectif, c'est quoi? C'est d'accompagner la communauté, n'est-ce pas, en mettant à leur disposition des connaissances fiables qui doivent impacter sur la prise de décision sur le terrain. Et ça, c'est pour répondre à notre volet, qui est le service à la communauté. L'université doit être utile à la communauté où elle est implantée. Donc, sur ce volet, il y a moins de crainte, parce que vous avez vu lors du colloque, n'est-ce pas, le fait qu'on aille vers une structure créée par la population, c'est-à-dire la PAC de Mangagoula, gérée par la population à travers ses partenariats multilatéraux. Mais l'accompagnement de l'université, c'est quoi? Il y a beaucoup de mémoires qui ont été faites, n'est-ce pas, pour produire des connaissances, pour aider la communauté à mieux gérer ces écosystèmes. On s'est rendu compte que finalement, la communauté, quand elle veut, est réussie, mais avec l'accompagnement des autres partenaires, en termes de recherche comme l'université, mais en termes de finances aussi comme d'autres structures qui donnent le financement. Donc, ce qui veut dire que le volet recherche, n'est-ce pas, est fortement, n'est-ce pas, influencé par la qualité. Sans la qualité, on ne peut pas mettre à la disposition de la communauté des connaissances fiables, capables, n'est-ce pas, d'impulser le développement. Quand je parle d'impulser le développement, quand ces connaissances sont mises à la disposition des communautés, c'est pour aider ces communautés-là à avoir des éléments de plaidoyer. Plaider pour leur cause, pour défendre leurs valeurs, à la fois environnementaux, socio-économiques, et ainsi de suite. Parce que quand la communauté s'approprie avec l'accompagnement de l'université derrière, n'est-ce pas, ben, je pense que le train est en marche. Alors, j'ai travaillé avec le professeur Ngorundour depuis le début de l'idée de réflexion dans ce bureau-là. Le colloque organisé par Ngorundour est un deuxième colloque sur les écosystèmes littoraux. La preuve, en 2019, déjà, l'Université Assane Seck de Ziguinchor a accueilli un colloque international où on n'avait pas reçu moins de 90 communications sur les écosystèmes littoraux, leur vulnérabilité. Donc, le colloque organisé cette année vient à son heure. Même si la formulation est relativement différente de celle de 2019, mais du point de vue contenu, on est dans les mêmes veines. Et ce colloque de 2019 a été coporté par le laboratoire de géomatique et d'environnement du département de géographie, le département LOSEC, la physique, le département LAFE, n'est-ce pas, du département d'agroforesterie, mais aussi le laboratoire l'ARCES de l'UFR Sciences économiques et sociales. Donc, 4 laboratoires forts qui ont porté ce colloque-là, qui a connu un écho retentissant, une réussite extraordinaire. Dans le même sillage, Ndour a proposé de renouveler, n'est-ce pas, ces échanges, parce que le colloque est un moment d'échange, de dialogue, n'est-ce pas, avec les différents partenaires, les différents acteurs qui tournent autour de cette question-là. Donc, à l'issue du colloque, on ne peut qu'être satisfait. Satisfait du point de vue de l'organisation, satisfait du point de vue, n'est-ce pas, des présentations de qualité qui ont pris, n'est-ce pas, une ampleur extraordinaire parce que touchant des domaines divers, mais aussi la qualité des scientifiques qui étaient là.
c'est extrêmement important à souligner. Parce qu'oncologue, ce n'est pas forcément la masse de population qui est là, mais c'est la qualité des discussions qui sont portées là, c'est la qualité des présentations qui ont été faites et la qualité des partenaires. Du point de vue quatre partenaires, on a vu que l'essentiel des organisations qui tournent autour des littoraux sud-ouest africains, à l'image des projets mangroves, à l'image du FEM, à l'image d'autres organisations ont répondu, n'est-ce pas, à l'appel de l'Université Assansec de Ziguinchor. Nous avons vu également la participation d'éminents professeurs, n'est-ce pas, universitaires de la sous-région. Je veux nommer le professeur Brice Sensan de l'Université Abomey Calavi du Bénin, mais aussi du professeur Alassane Ouattara de l'Université Nangui Abrevia, bon, je prononce toujours mal ce mot-là, et qui ont rehaussé, n'est-ce pas, mais aussi les doyens universitaires du Sénégal qui, certes, à la retraite, mais continuent à apporter leur contribution. C'est le professeur Taïrou Diaw et Paul Ndiaye du département de géographie. C'est le cas du professeur Bienvenu Sambou et Hassan Goudiaby de l'Institut des sciences de l'environnement. Mais c'est aussi le doyen Malayni Diatta qui a organisé le premier atelier ouest-africain sur la dégradation des écosystèmes, la végétation en Afrique de l'Ouest. Donc c'est pour dire que vraiment, ça a été une réussite totale. Maintenant, il y a une suite par rapport à cette manifestation scientifique réussie, dont l'excursion a porté sur la PAC de Mangangoulak. Un exemple, un modèle en termes, n'est-ce pas, de gestion des écosystèmes de mangrove par la communauté locale. C'est différent des AMP. On en a plein maintenant, mais porté par l'État du Sénégal. Mais là, c'est un exemple unique au Sénégal, pour ne pas dire en Afrique de l'Ouest, n'est-ce pas, sur une communauté qui, à partir d'un constat sur la dégradation de ses ressources, s'est dit, il faut qu'on se réunisse. Et vous voyez, pas mal de 4 villages se sont réunis pour porter ce projet-là, n'est-ce pas? Et nous avons été sur le terrain. On a vu que ce qui se passe là-bas, c'est plus qu'une réussite. C'est un modèle à encourager. Parce que quand la population veut et porte le projet, je pense qu'il y a 1000 chances de réussir. Oui, au plan contextuel, nous avons dû remarquer qu'en Afrique de l'Ouest, les mangroves étaient en cours de régression et que la gestion de ces écosystèmes était une gestion balbutiante. Nous avons jugé nécessaire d'organiser un colloque sur la gestion durable des écosystèmes de mangroves. Question de les caractériser pour avoir une situation de référence, pour savoir quels sont les stocks de ressources, que ce soit des ressources végétales ou des ressources animales. Ensuite, on a fait le point également sur les stratégies de gestion existantes, surtout celles qui sont éprouvées par des ONG et les organisations partenaires qui sont venus nous gratifier de leur expérience. Question de faire la synthèse de tous ces points de vue, d'avoir un recueil sur la gestion durable des écosystèmes de mangroves en Afrique de l'Ouest. Voilà l'objet, n'est-ce pas, de ce colloque international qui a vu la participation de plusieurs partenaires venant de l'Afrique de l'Ouest, notamment du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. À l'échelle des partenaires, nous avons eu quasiment tous les partenaires qui s'activent dans la gestion de l'environnement ou dans la gestion des ressources forestières. Évidemment, nous avons choisi d'organiser une excursion à Mangagoulak parce que, tout simplement, nous savons que la gestion de Kawawana, constituée d'écosystèmes de mangroves, est une gestion traditionnelle qui a fini de faire des résultats. Ça fait partie des gestions éprouvées avec un mode de gestion qui implique un comité à l'échelle de la commune et nous avons vu combien ce comité était opérationnel et actif en nous conduisant au sein des écosystèmes de mangroves de Kawawana. Voilà donc la raison pour laquelle nous avons voulu faire découvrir à nos partenaires, surtout de l'extérieur, et à nos partenaires qui ont appuyé l'organisation de ce colloque, d'aller sur le terrain et de voir que réellement en Casamance, il y a des stratégies de gestion qui sont développées par les populations et les communautés de Mangagoulak.
Et évidemment, nous avons fait un arrêt à Tobor, puisque dans la restauration des écosystèmes de mangrove, Tobor est un site extrêmement intéressant où l'ex-ministre de l'Environnement, Ali Haïdar, a lui-même eu à piloter des opérations de reboisement qui ont très bien marché à droite en allant vers Tobor. Donc, c'était pour nous l'occasion de voir quelqu'un qui, de manière éprouvée, a déjà participé à la restauration des mangroves et a fait des résultats. Et sur la base de son expérience en tant que plongeur, tout ce qu'il a eu comme résultat lors de ses plongées, je crois que si je ne me trompe, il nous a gratifié de 1280 plongées à ce jour, de son vivant. Donc, je pense que de ce point de vue-là, c'était bon que les partenaires, et surtout les apprenants, les étudiants, sachent qu'il y a des partenaires, notamment de l'Océanium, qui ont eu vraiment à faire de gros efforts dans la restauration des écosystèmes de mangrove ici en Casamance. Bon, du point de vue communication, si je dois faire un bilan, sur le plan quantitatif, je pense que nous avons eu le record avec 44 communications. Je crois qu'il y a eu 2 absences, donc 42 communications directes, ce qui nous a valu d'ailleurs d'organiser un colloque en session bimodale, parce qu'on ne pouvait pas utiliser une seule salle. Donc, de ce point de vue, quantitativement, je suis satisfait. Qualitativement, plus que satisfait, puisque la prestation des partenaires, comme je l'ai dit, a été exemplaire. Les communications ont été marquées par la conférence inaugurale du professeur Brice Sanson, qui, à l'issue de sa communication, tout le monde a reconnu avoir appris. Et dans le vif du sujet, il y a même un enseignant qui a dit aujourd'hui, même les enseignants ont appris. Donc ça veut dire que la communication était de pointe. Et maintenant, les autres communications, je crois que réparties à l'échelle des 5 thématiques, nous avons eu des communications de caractérisation des ressources de mangrove à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons eu également des stratégies de gestion traditionnelles, des stratégies de gestion également techniques éprouvées, et je pense qu'on ne pouvait pas s'attendre à mieux que cela. De ce point de vue-là, en tout cas, nous sommes satisfaits des différentes communications. Et il y en a une qui a porté sur le marché crédit carbone. Et de ce point de vue-là, nous tenons aussi à remercier le ministère de l'Environnement qui nous a mis en contact avec Madeleine Diouf-Sarr, qui nous a envoyé un représentant du nom de Moussa, qui a fait une excellente présentation sur le marché carbone, puisque les écosystèmes de mangrove constituent aujourd'hui les lieux où vraiment il y a beaucoup d'argent injecté sur le crédit carbone. Et on devait, avec la collaboration des partenaires et des scientifiques, n'est-ce pas, avoir les itinéraires, c'est-à-dire par où passer pour accéder à ce crédit carbone. Bon, au point de vue organisationnel, j'avoue que ça n'a pas été facile, puisque nous sommes partis a priori de 0 francs pour organiser ce colloque. Mais dans l'action, nous avons pu, avec la collaboration des partenaires, n'est-ce pas, organiser correctement ce colloque. Donc, de ce point de vue-là, je crois qu'on a eu une belle organisation. Certainement, il y a des choses à améliorer dans l'organisation, notamment la communication à l'interne et à l'externe. Mais globalement, je crois que c'est une organisation positive. En termes de perspective, nous sommes à ce jour à l'évaluation, n'est-ce pas, du colloque. Nous avons élaboré une fiche d'évaluation et jusqu'à récemment, il n'y avait que 21 personnes qui avaient évalué. Nous attendons d'approcher la centaine de personnes pour tirer le rapport, mais je dirais que dans l'évaluation, la dernière question était de savoir si les gens sont d'accord pour une deuxième édition. Pour les 21 qui ont répondu, on a 100% de réponses positives, en ce sens que la deuxième édition doit être organisée. Entre autres, avant même la deuxième édition, nous avons prévu aussi de publier des actes du colloque. On n'a pas encore fini de faire le bilan financier pour voir si, oui, il y a reliquat ou s'il y aura encore à aller vers les bailleurs de fonds
pour pouvoir publier les actes de colloque. C'est sur cette question que nous sommes à ce jour. Cette aventure extraordinaire n'aurait jamais pu voir le jour sans nos partenaires visionnaires. Caritas Sénégal, gardienne des valeurs humaines, qui nous rappelle que la protection de l'environnement est indissociable de la justice sociale. L'Agence française de développement et Wetlands International, véritables architectes de la conservation, qui transforment les rêves écologiques en réalité tangible. Nebday, sentinelle infatigable de nos écosystèmes, dont l'engagement quotidien fait écho dans chaque mangrove préservé. Le projet Imp Mangrove, pionnier de la protection marine, qui trace la voie vers une gouvernance durable de nos ressources côtières. À tous ces partenaires, à toutes ces âmes qui croient qu'un autre monde est possible, notre reconnaissance éternelle. GEMAO 2025. Plus qu'un colloque, une promesse. Plus qu'un événement, une renaissance.